Les arts bidimensionnels englobent toutes les formes d'art qui se déroulent sur une surface plane, créant des œuvres qui ont à la fois une largeur et une hauteur, mais pas de profondeur. Cela inclut des disciplines variées telles que le dessin, la gravure, la peinture et la photographie. Ces arts permettent aux artistes d'explorer des concepts, des émotions et des idées à travers l'utilisation de couleurs, de formes et de textures. L'histoire des arts bidimensionnels remonte à des milliers d'années, avec des exemples allant des peintures rupestres préhistoriques aux chefs-d'œuvre de la Renaissance. Chaque mouvement artistique a apporté sa propre vision et ses techniques, enrichissant ainsi le paysage culturel. Aujourd'hui, les arts bidimensionnels continuent d'évoluer, intégrant des éléments numériques et multimédia, tout en restant un moyen d'expression puissant et accessible. Le dessin représente les objets par leurs contours, leurs arêtes et quelques lignes caractéristiques sur un support plat. Au-delà de cette limite, le dessin se développe en représentant le volume par les ombres, souvent au moyen de hachures, et incorpore des couleurs. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous vous apercevrez rapidement qu'il existe plusieurs manières de dessiner. Les différentes techniques et pratiques artistiques ont énormément évolué dans le temps, et de l'art primitif à la nature morte réaliste, en passant par la gravure, la bande dessinée ou l'art contemporain, entre autres, il existe une multitude de styles dont les artistes modernes puisent encore leur inspiration. Pour mieux appréhender le dessin, il est conseillé aux étudiants en art de se rendre au musée pour voir des expositions aussi bien généralistes que d'art moderne, en passant par le musée des arts primitifs. La technique du dessin évolue avec les supports et les outils. Les hommes préhistoriques utilisaient l'incision ou des pigments colorés qu'ils appliquaient sur les parois au moyen d'outils rudimentaires comme les doigts ou le charbon de bois. Les parois cèdent leur place au papyrus, au parchemin, puis au papier, tandis que les outils rudimentaires sont remplacés par des outils de traçage tels le calame ou la plume d'oiseau taillée. Le pinceau prédomine en Orient, tandis que les Romains utilisent les pointes de métal sur un support enduit d'un mélange constitué de pigments de blanc d'Espagne, de gomme d'arabique et de poudre d'os. Le charbon de bois n'a pas disparu et s'utilise sous la forme d'un bâtonnet connu sous le nom de fusain. Hélas, sa mine large exclut le tracé des détails, inconvénient atténué par la puissance du noir. Le crayon tel que nous le connaissons, formé d'une gaine de bois contenant une mine, est une invention du chimiste Conté, datant de la fin du XVIIIe siècle. Auparavant, l'instrument utilisé était un porte-mine métallique, la mine pouvant être un graphite, une sanguine, un sépia ou une craie. Les pastels, enfin, sont de larges et courts crayons de pigments mélangés à de la craie ou à du plâtre, le tout lié en général par de l'huile. Cette invention de la fin du XVe siècle fut utilisée à prédilection au XVIIIe et mise en œuvre par de grands artistes au XIXe comme Degas. Pratiqué en Europe depuis la Renaissance, le dessin au porte-plume et à l'encre caractérise notamment l'art de l'Asie, où il est lié à une longue tradition de calligraphie. Enfin, ce qu'on appelle encre de Chine est un mélange de noir de fumée et de gomme arabique qui permet d'obtenir une qualité de noir exceptionnelle. Quant au choix du papier, il dépend de la technique et des résultats escomptés. L'artiste peut alors jouer d'effets de matière en profitant du grain du support. Graver consiste à inciser une plaque de bois ou de métal que l'on encre ensuite. Le tracé obtenu est transposé par impression sur une feuille de papier d'aussi nombreuses fois que la plaque le supporte. Les techniques de gravure sont nombreuses et complexes. La gravure en taille d'épargne, aussi connue sous le nom de gravure en relief, est une technique de gravure qui consiste à retirer la matière qui ne sera pas imprimée. Le graveur vient creuser la planche à graver pour faire apparaître le dessin en relief. Les parties creusées n'apparaîtront pas sur l'estampe, elles seront blanches, alors que les zones en relief seront ancrées puis transférées sur le papier pour apparaître à l'impression. L'image est sculptée en retirant de la matière plutôt qu'en gravant directement la surface de la plaque. Au cours des siècles, les graveurs ont principalement utilisé le bois pour cette technique. C'est pourquoi elle est aussi parfois appelée xylographie.
Au XVe siècle, les graveurs ont commencé à utiliser la gravure en taille d'épargne sur des plaques en métal destinées normalement à la taille douce. La gravure en taille d'épargne est utilisée depuis des siècles pour créer des estampes, des illustrations, des décorations ou bien plus encore. Ce procédé de gravure permet d'obtenir une esthétique distincte avec des lignes nettes et des contrastes forts entre les parties en relief et les parties non gravées. La linogravure est une technique de gravure en taille d'épargne qui se pratique sur le linoléum. La gravure en taille douce désigne l'ensemble de techniques de gravure en creux. Vous l'aurez compris, la gravure en creux s'oppose à la gravure en relief. Le graveur incise ses lignes sur la surface de sa plaque, puis vient ancrer sa planche. L'encre s'incruste dans les creux, et le surplus de l'encre qui est resté à la surface est essuyé. À l'inverse de la gravure en relief, ici, ce sont les creux qui vont apparaître à l'impression, et les parties en relief seront en blanc. La gravure en taille douce a connu son essor au XVe siècle, et a été largement utilisée par les artistes depuis. Elle est également utilisée dans le milieu industriel, notamment pour la fabrication des billets de banque ou des timbres postaux. La taille douce est très appréciée pour la précision qu'elle offre et la finesse des détails qui peuvent apparaître à l'impression. La gravure en taille douce est divisée en deux catégories distinctes, la taille directe et la taille indirecte. La gravure en taille directe implique de graver directement la plaque de métal, comme pour les techniques de la gravure au burin, la gravure à la pointe sèche, la manière noire ou la gravure pointillée. Les techniques de gravure indirecte utilisent des produits chimiques appelés mordants pour venir tailler la plaque. La taille indirecte regroupe la gravure à l'eau forte, la gravure au lavis, l'aquatinte, la manière de crayon et le vernis. La peinture consiste à appliquer manuellement ou mécaniquement sur une surface des couleurs sous forme de pigments mélangés à un liant ou un diluant. Les artistes peintres s'expriment sur des supports tels que le parchemin, le papier, la toile, le bois, un mur, etc. Des contours y déterminent les formes, mais le rôle de la couleur est prédominant. Les pinceaux, minces ou larges, dits brosses, quelquefois les couteaux, remplacent les crayons et les bâtonnets du dessin et permettent de travailler le pigment en épaisseur. Les couleurs résultent de pigments minéraux ou végétaux. Ces pigments, et surtout le liant, c'est-à-dire le produit humide qui les agglomère, diffèrent en fonction du support ainsi que selon les lieux et les époques. Sur les murs, l'Antiquité a peint à la cire ou à l'encaustique. Puis, du Moyen-Âge à la Renaissance et jusqu'à Tiepolo au XVIIIe siècle, on a procédé à fresque, fresco en italien, qui signifie frais et désigne l'enduit encore humide sur laquelle on dépose le pigment lui-même lié à l'eau. On parle d'enluminure ou de miniature pour la peinture des manuscrits, autrement dit surtout pour l'époque médiévale. Les deux mots suggèrent une peinture très colorée. Le premier indique une mise en lumière, du latin lumen. Le second, qui peut aussi désigner une peinture de très petite taille, se réfère à l'application de rouge, la couleur du minimum, un oxyde de plomb. Le support est du parchemin, c'est-à-dire une peau animale traitée, qui succède vers le 7e siècle au support antique du papyrus. Le pigment est mélangé avec de la colle de poisson ou, voire de la gomme, du blanc d'œuf lui donne un aspect brillant. La gouache ou l'aquarelle sont, elles, des peintures à l'eau. Elles se pratiquent sur papier de bois et de chiffon, le support connu en Chine depuis l'Antiquité, dans le monde arabe depuis le Moyen-Âge, mais diffusé en Occident seulement à partir du milieu du XVe siècle. L'Allemand Dürer a peint parmi les premières aquarelles aux alentours de 1500, puis le procédé a été apprécié par les artistes aimant peindre à l'extérieur, ainsi Turner au XIXe en Angleterre. Ce type de peinture nécessite un papier assez fort pour absorber le pigment utilisé sous une forme très liquide. La gouache, qui a un effet plus couvrant, proche des enluminures, peut être posée sur un papier plus fin. Pour des œuvres plus grandes, et cependant déplaçables, les artistes peignent sur du bois, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ou sur une toile tendue sur un châssis. Ce dernier support apparaît à Venise vers 1500. Le pigment d'origine minérale ou végétale est réduit en poudre puis lié au Moyen-Âge avec un mélange variable d'eau, de colle et de gomme. C'est ce qu'on appelle la technique de la détrempe.
ou une émulsion d'œuf, de résine, d'essence et d'huile, c'est ce qu'on appelle la tempera. Au XVe siècle, en Flandre, se généralise une autre pratique, la peinture à l'huile, dont l'usage est sinon inventé, du moins systématisé par Jan van Eyck. Le nouveau liant connaît un succès rapide dans toute l'Europe, à commencer par l'Italie, à partir du début du XVIe siècle. Il permet de superposer des couches de couleurs fines au point d'être translucide, c'est ce qu'on appelle des glacis. Les peintres réussissent des nuances chromatiques impossibles à obtenir dans les autres techniques, et leurs tableaux, qui attirent d'abord la curiosité par une odeur particulière, plaisent à l'œil par leur aspect brillant. Les projections, ou splashing, consistent à projeter la peinture à distance sur la toile, comme le draping ou le action painting, valorisé par Jackson Pollock. Le pouring est une peinture fluidifiée à l'aide de médium ou d'eau, permettant d'avoir des effets de coulure. Le sgraffito, ou peinture par grattage, voire scarification, consiste à l'aide d'un outil abrasif ou coupant à prélever de la matière et à mettre au jour les couches inférieures, voire le support même. Ouvrage de représentation ou d'invention, l'impeinture peut être naturaliste et figurative, ou abstraite. Elle peut avoir un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel ou philosophique. L'objectif de ce cours était de vous transmettre quelques notions clés dans les domaines de la gravure, de la peinture et du dessin, notions qui seront réemployées ultérieurement. Le prochain cours introductif portera sur l'art morcelé. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de semaine.